Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle matinée de l'initiative de la finance durable de Finance Montréal pour aujourd'hui un atelier exclusif sur l'engagement actionnarial. Je me présente, je suis Florian Roule, directeur principal stratégie et partenariat, responsable finance durable pour Finance Montréal, la grappe financière du Québec. Vous êtes nombreux à nous suivre à tous les mois, donc vous le savez, on organise avec nos partenaires des webinaires, des ateliers afin de regrouper, de réunir virtuellement la communauté financière du Québec sur des thèmes d'actualité afin de faire progresser ensemble la place de la finance durable au Québec. Aujourd'hui, cet atelier vous est proposé en collaboration avec ECO, Service d'engagement actionnarial, et Desjardins, Gestion internationale d'actifs. La prise en compte des facteurs ESG, vous le savez, ça connaît un engouement sans précédent de la part des investisseurs et la question du rôle des actionnaires en tant qu'acteurs du changement et les moyens d'action se pose de plus en plus, notamment avec la saison des assemblées générales qui s'ouvrent très prochainement. Concrètement, mise en œuvre, ces approches telles que l'exercice du droit de vote, le dialogue actionnarial ou encore la proposition d'actionnaires permettent aux investisseurs d'influencer positivement sur les comportements des entreprises, que ce soit en termes de respect des droits humains, de diversité sur les conseils d'administration, de résilience également des modèles d'affaires dans un monde sobre en carbone. Aujourd'hui, en compagnie de nos deux conférenciers du jour, vous aurez la possibilité de comprendre un peu mieux les rouages de l'engagement actionnarial au travers notamment de la présentation de concepts clés, d'exemples concrets et d'études de cas spécifiques. On traitera notamment de la question qu'est-ce que concrètement l'engagement actionnarial, comment bâtir un programme d'engagement, quelles sont les techniques qu'on peut mettre en œuvre, les stratégies de détention de titres, la collaboration d'actionnaires, quand et pourquoi la mettre en œuvre, et également mesurer et s'approprier l'impact d'une démarche d'engagement actionnarial efficace. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir accueillir nos deux conférenciers, nos deux panélistes. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que vous avez toujours la possibilité d'interagir directement avec eux et on vous invite fortement à le faire, on vous encourage. C'est un atelier, donc on est en mode interactif. Pour cela, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez vous poser vos questions via la fonction Q&A de Zoom en bas de votre écran, directement à travers le chat. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez également lever votre main et à ce moment-là, on pourra vous inviter à ouvrir votre micro, ouvrir votre caméra pour poser directement votre question, que ce soit à Solène ou à Jean-Philippe. Donc, je vous le disais, nos deux conférenciers du jour. Tout d'abord, Solène Anquier. Bonjour Solène. Solène est conseillère principale investissement responsable chez Desjardins Gestion internationale d'actifs depuis 2015. Solène est notamment responsable de la conception et de la mise en œuvre des stratégies d'investissement responsable pour DGIA. Avant de se joindre à la grande famille qu'est Desjardins, elle a travaillé entre autres pour Bell Canada en tant que conseillère responsabilité sociale d'entreprise. Solène cumule donc une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de l'investissement responsable et du développement durable. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Notre deuxième conférencier intervenant de ce jour est Jean-Philippe Renaud. Vous avez eu l'opportunité de rencontrer Jean-Philippe si vous étiez dans notre webinaire qu'on a donné le 19 janvier dernier, justement, sur l'engagement actionnarial. Jean-Philippe était un des panélistes et l'atelier d'aujourd'hui est une continuation, une suite logique justement de cette première activité qui va vous permettre aujourd'hui donc de faire un deep dive sur l'engagement actionnarial et avec Jean-Philippe, donc vous aurez un peu toutes les recettes du succès. Depuis 16 ans, Jean-Philippe développe et dirige en fait les projets en investissement responsable et mise en œuvre de développement durable. Il s'est joint à ECO en 2016 et occupe donc depuis 2017 maintenant les fonctions de directeur général. Il a également été basé à Londres de 2005 à 2011 et a travaillé avec l'équipe de Sustainability, une pionnière en conseil de développement durable. À Montréal, il a été directeur chez EY et a occupé également le poste de directeur en chef investissement responsable, c'est investissement PSP. Jean-Philippe est titulaire d'un baccalauréat en administration de l'université McGill et d'une maîtrise en développement et en environnement de la London School of Economics. Voici donc nos deux intervenants, conférenciers de ce jour, à qui je vais tout de suite laisser la parole pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec vous.
Merci et bon atelier. Jean-Philippe? Merci beaucoup, Florian. Donc, comme vous le savez tous, si vous étiez à la dernière conférence il y a exactement 2 mois, l'engagement actionnarial, c'est vraiment le levier pour les investisseurs institutionnels pour avoir de l'impact. Donc, à défaut de faire des investissements directement dans des petites entreprises ou dans des fonds de développement, dans des technologies propres ou dans des enjeux qui vous soucient particulièrement, l'engagement actionnarial est la technique qui vous permet d'avoir le plus d'impact, d'utiliser vos placements comme levier d'impact auprès des entreprises. ECO est une entreprise de service, donc on mutualise les différentes volontés d'engagement actionnarial d'investisseurs institutionnels de différentes tailles. Et puis, Desjardins DGIA est un de nos partenaires, un de nos fidèles partenaires d'ailleurs. Donc, j'ai invité Solène à échanger avec moi sur nos différentes pratiques. Solène, est-ce que tu peux d'abord juste nous replacer un petit peu dans quelle division ou poche de Desjardins tu travailles et la belle famille de Desjardins? Oui, super. Donc, on peut peut-être aller c'est ça, à cette diapositive-là. Donc, pas besoin vraiment de vous présenter Desjardins dans un contexte québécois, mais quand même créé en 1900, premier groupe financier coopératif au Canada, offre diverses solutions. Puis, on peut penser financement, placement d'assurance générale et d'assurance vie. L'intégration ESG fait vraiment partie des activités de Desjardins, dont on est signataire des principes pour l'investissement responsable, les principes pour l'assurance responsable, puis les principes pour la responsabilité bancaire. Donc, quand on regarde du côté plus de l'investissement responsable, ça fait déjà plus de 30 ans que Desjardins offre des solutions en investissement responsable et offre en ce moment la gamme la plus complète en investissement responsable au Canada. Et puis, DGA, comment on s'inscrit? C'est qu'on intègre également l'investissement responsable par l'entremise on est le gestionnaire de portefeuille des fonds propres de Desjardins et puis aussi on a des clients institutionnels et puis on offre aussi les FNBIR, donc c'est des FNB avec thématique changement climatique. Donc je travaille vraiment là dans le côté de DGA, la gestion de portefeuille de Desjardins. Parfait, merci beaucoup. On peut peut-être passer à la prochaine slide parce qu'on parle d'engagement actionnarial, donc particulièrement avec des émetteurs d'actions. Peux-tu nous redéfinir ça peut-être, Solène, pour ceux qui n'étaient pas là dans le passé, juste pour s'assurer qu'on part sur les mêmes bases? Oui, c'est ça. Ben, écoutez, à titre, quand on investit dans une entreprise, on devient actionnaire de l'entreprise et en étant actionnaire, on a une voix et on a une responsabilité d'utiliser cette voix-là pour influencer l'entreprise puis la diriger à mieux gérer ses risques, à saisir des opportunités. Donc, l'engagement actionnarial, c'est vraiment d'utiliser des leviers pour utiliser la voix. Il y a 3 leviers différents. Donc, le premier est la vote lors des assemblées d'actionnaires pour influencer les pratiques ESG. Donc, il y a des votes par rapport aux administrateurs, la rémunération, des autres opérations des affaires, puis aussi il y a beaucoup les propositions d'actionnaires. Donc, ça, c'est des moyens où on peut vraiment utiliser notre voix. Il y a par l'entremise des dialogues qui va beaucoup être discuté aujourd'hui. Donc, les dialogues, c'est vraiment fait porte close et puis c'est de sensibiliser l'entreprise aux préoccupations qu'on pourrait avoir, de mieux comprendre aussi l'entreprise, où est-ce qu'elle veut s'en aller, sa stratégie, sa gouvernance. Et puis, le dernier des moyens, c'est de déposer des résolutions, donc des propositions d'actionnaires. Je pense que ECO en a déjà déposé quelques-unes, donc peut-être que ce sera abordé aujourd'hui. Donc, ça peut être des propositions d'actionnaires sur toutes les thématiques ESG. Donc, on peut parler d'avoir demander des rapports de ratio d'équité ou sur les changements climatiques, par exemple. Parfait, merci. Donc, ce qu'on explique ici, c'est que Desjardins détient des actions, des parts dans une entreprise et avec ça, un droit de vote et un droit de parole. Donc, on vote aux différentes résolutions qui sont présentées aux actionnaires chaque année. Et quand ça ne fait pas notre affaire, on vote contre, évidemment, ou on s'abstient, c'est plus souvent ça. Et par la suite, ce qu'on peut faire, c'est aller voir ces entreprises-là et leur demander plus de questions, leur demander comment leur programme évolue pour qu'éventuellement on vote pour, qu'on vote en faveur du conseil d'administration. Et on amène d'autres sujets aussi qui, nous le pensons, sont matériels face au succès futur, la possibilité de création de valeur par ces entreprises.
Chez ECO, on travaille pour de multiples investisseurs institutionnels. Donc, ce qu'on fait chaque fois par année, si on passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît, on essaie de se créer une liste de… Pardon, j'ai sauté une slide, c'est pas grave. On essaie de se créer une liste qui concentre nos actions chaque année, une liste de priorités. Dans le passé, je parlais de cibles d'engagement. On m'a corrigé en disant qu'on essaie d'avoir une approche très constructive avec les entreprises, donc on ne parle pas d'une cible. Je sais que Solène, vous parlez d'une liste focus. Nous, c'est le plan d'action en engagement actionnarial. Si on passe à la prochaine slide, on voit à quoi ça ressemble chez ECO, par exemple. Donc, nous, c'est l'Amérique du Nord. On travaille à la base, on travaillait surtout pour des communautés religieuses au Canada et pour Bâtirante, qui sont vraiment nos deux cofondateurs chez ECO. Et puis DGIA s'est joint à notre pool d'engagement actionnarial. On a créé un pool d'engagement pour des compagnies américaines, donc basées aux États-Unis. Et là, d'autres clients se sont joints à nous pour avoir plus de poids, plus de levier dans ces entreprises-là. Nous, ce qu'on fait donc, c'est qu'on marie tous les portefeuilles de nos clients et on regarde quelles sont les entreprises avec lesquelles on a des enjeux particuliers. Donc, quelles sont celles qui ont particulièrement beaucoup de controverses ou une piètre performance en environnement, de leur côté, de l'acceptabilité sociale de leur projet ou carrément une mauvaise gouvernance au sein du conseil d'administration. Par la suite, on regarde aussi notre pouvoir d'influence, donc notre crédibilité au sein de ces entreprises par leurs enjeux, par leur géographie, par les contacts qu'on a avec ces entreprises pour essayer vraiment d'avoir le meilleur impact. Un portefeuille moyen va avoir au moins 300 à 600 titres en Amérique du Nord. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de l'engagement avec 600 entreprises. Donc, on se donne vraiment des priorités là-dessus, dont voici quelques-unes. Solène, vous, comment est-ce que vous bâtissez votre liste de priorités? Est-ce que vous regardez aussi quels sont les risques les plus gros? Vous y allez de manière thématique? Oui, ben, ça ressemble un petit peu à votre approche. Nous, on se concentre vraiment sur l'univers canadien, puisque c'est vraiment là où on a le plus d'actions. Et puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fixé 6 thématiques ESG. Puis pour se fixer ces thématiques ESG-là, on est parti, dans le fond, des engagements du mouvement des jardins. Donc, entre autres, les engagements en lien au changement climatique, à la diversité et l'inclusion. On a aussi regardé c'est quoi les risques ESG sur lesquels sont exposés nos portefeuilles, donc les risques ESG les plus majeurs. Puis après ça, les enjeux sectoriels qui sont définis par SASB, par exemple, donc les secteurs qui sont les plus prépondérants dans nos portefeuilles, bien, quels sont les enjeux qui sont touchés dans ces portefeuilles-là. Donc, à partir de ça, on a juste définir SASB, donc c'est un grand référentiel qui essaye d'identifier par secteur, par géographie, quels sont les enjeux particulièrement sensibles dans ces entreprises pour lesquelles on peut faire du dialogue. Exact. Donc, puis à partir de ça, les 6 enjeux, dans le fond, c'est les changements climatiques, la diversité, l'inclusion, rémunération, cybersécurité, droits humains et puis chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est les cibles thématiques de Desjardins. Exact, ben, de DGIA, oui. Puis, dans le fond, dans ces thématiques-là, on a fait des sous-objectifs. Donc, par exemple, changement climatique, on veut un alignement avec l'accord de Paris, on veut l'inclusion dans la cible du scope 3. On a aussi des objectifs pour chacun des enjeux. Puis après ça, on va regarder dans les entreprises lesquelles de ces entreprises-là ne répondent pas à ces sous-objectifs-là. Donc, ça fait un premier filtre. Après ça, c'est sûr que ça se peut qu'on arrive à encore un trop grand champ d'entreprises. Et là, il va y avoir une discussion avec les gestionnaires de portefeuille. C'est quoi l'appétit financier aussi pour ces entreprises-là? On va aussi viser, retirer les entreprises qui sont vraiment fermées au dialogue. Donc, retirer cela, puis de vraiment viser les entreprises où ce que nous, on pense qu'on peut avoir un levier sur ces entreprises-là. C'est comme ça qu'on bâtit notre liste focus. OK, c'est intéressant. Donc, le levier, mais aussi la volonté d'avoir un dialogue, parce que ça ne sert à rien de cogner à une porte close pendant 2 ans si ça n'avance pas. Mais c'est intéressant, on va peut-être en revenir là-dessus, comment est-ce qu'on fait pour approcher ces entreprises-là. Donc, OK, c'est bon, c'est arrangé avec le gars des vues, là, mais on a quand même encore la même manière de sélectionner nos priorités.
Ce que nous, on pousse beaucoup aussi, c'est de s'assurer qu'on a des objectifs avant de rentrer dans les entreprises, avant d'aller cogner à leur porte. On se donne des objectifs. On aimerait que l'entreprise, c'est ça, ait une analyse de scénario, qu'elle ait un plan stratégique pour s'aligner avec l'accord de Paris, qu'elle signe une norme ou la norme d'accord libre préalable et éclairé si c'est des compagnies minières, qu'elles se joignent à différentes initiatives industrielles pour qu'elles aient un effort collectif pour améliorer certains enjeux. Donc, on pense vraiment que d'avoir un objectif quand on va voir l'entreprise, c'est ça qui définit l'engagement actif de juste la conversation anecdotique. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont dire qu'eux, c'est sûr, ils parlent aux compagnies dans lesquelles ils investissent parce qu'ils choisissent chaque action. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de voir un engagement actif là, avec des objectifs, avec des mesures de progrès et puis avec des statistiques à l'appui. Solène, je passe à la prochaine slide. Nous, étant donné que ECO travaille pour plusieurs clients institutionnels, ce qu'on peut faire, c'est faire de l'engagement avec une entreprise, décider par exemple qu'on va parler à Suncor cette année, parce qu'on lui parlait déjà l'année passée qu'on n'a pas fini notre dialogue, qu'on pense qu'il y a vraiment encore des améliorations à faire de ce côté-là. Et même si momentanément, elle sort des portefeuilles de DGIA ou d'un autre client pour lequel on travaille au Canada, ce n'est pas grave parce qu'un autre client va l'avoir. Est-ce que dans ton cas, toi, tu es très lié avec les équipes de placement chez Desjardins aussi? Est-ce que tu regardes la stratégie de détention des titres à travers l'année? Nous, en fait, on est quand même un des plus grands gestionnaires de portefeuille au Canada. Donc, puis surtout qu'on se concentre sur un marché canadien. Fait que ça va être plutôt rare qu'un titre, on va pas le détenir dans l'un de nos portefeuilles. Puis c'est sûr que quand on fait nos dialogues, prioritairement, on le fait pour nos portefeuilles en investissement responsable. Mais c'est sûr que ça impacte aussi les portefeuilles un peu plus traditionnels. À titre quand on disait actionnaire, c'est le privilège d'utiliser la voix, mais les entreprises sont de plus en plus réceptives là, de dialoguer avec nous en tant qu'investisseurs potentiels. C'est déjà arrivé qu'une entreprise qu'on a rencontrée du secteur de la consommation, c'était pas encore dans nos portefeuilles et puis était très ouverte à parler avec nous de certains enjeux ESG, de parler de la stratégie, qui pouvait mieux s'aligner par rapport à nos attentes. Puis on a eu des appels subséquents alors qu'on n'était même pas encore des investisseurs. Mais par contre, grâce à cette conversation-là, on est devenu un investisseur de cette entreprise-là parce qu'on a vu une volonté puis un tournant. Fait que c'est de plus en plus. Je pense que les entreprises sont de plus en plus ouvertes, là, même si on n'est pas des actionnaires. Puis nous, ce qu'on leur dit, c'est que notre objectif, c'est d'avoir le TSX le plus vert possible, qui intègre le plus le SG possible pour avoir le plus d'opportunités d'investissement. Donc, tout l'indice boursier, là, tu veux que tout l'indice boursier du TSX devienne plus vert. Exact. Et ça, c'est la thèse de l'investisseur universel. Là. Vous êtes investi un peu partout dans toute l'économie à travers différentes classes d'actifs. Donc, si la marée monte en termes de performance ESG, c'est tout le monde qui en bénéficie, incluant vos bénéficiaires à vous. C'est intéressant. Ça ramène, je ne sais pas si tu as vu passer, mais Denis Dion, dès le début de la conférence, nous a demandé tout de suite une question. Est-ce qu'on peut faire de l'engagement actionnarial même si on n'a pas des actions en compte ségrégué, là, donc des actions qu'on a non inscrites à côté. Donc, il y a plusieurs techniques à ce niveau-là, évidemment, via une mutualisation des efforts d'engagement. Ça, c'est une bonne stratégie. Mais de plus en plus, là, on voit que les entreprises sont elles-mêmes proactives, veulent vous parler, veulent nous parler pour vendre leur salaire, en gros. Il y a aussi, à travers des portefeuilles de dette, il est fort possible parce que les obligations sont des titres qui sont récurrents. Donc, chaque année, les entreprises font des émissions de dette. Chaque année, elles vont vouloir vendre leur dette à des taux préférentiels. Donc, elles vont être aussi enclines à vouloir faire de l'engagement actionnarial, de l'engagement de la bonne intendance de titres, si vous voulez, via des portefeuilles de dette ou via des portefeuilles même des indices boursiers, selon la thèse de Solène.
Exactement. Ben, en fait, j'ai passé sous silence que, puis dans la dernière slide où on parlait de l'engagement actionnarial, c'était écrit engagement auprès des émetteurs, parce qu'on ne se limite pas sur les marchés boursiers. Dans le fond, on engage aussi pour la dette. Donc, il y a eu toujours, puis peut-être on va en parler un peu plus tard, comment que ça fonctionne, les dialogues chez DGA, mais c'est beaucoup des dialogues conjoints avec les équipes de gestion de portefeuille, de placement et puis l'équipe d'investissement responsable. Puis conjointement, on va rencontrer l'entreprise. Donc, pour la dette, ça fait depuis le début de notre programme d'engagement qu'on rencontre les entreprises plus du côté dette aussi. Ça, c'est vraiment génial. Ben, allons-y. Donc, tu as vraiment ton analyste en revenu fixe qui vient s'asseoir dans la même salle de réunion que toi avec le CFO, le secrétaire corporatif ou le chef du légal d'une entreprise. Et vous avez chacun votre agenda, chacun votre liste de questions? Oui, ben c'est ça. En fait, avec la COVID, c'est un peu, maintenant c'est complètement différent, mais avant la COVID, on avait beaucoup les entreprises qui se déplaçaient à nos bureaux et puis que ce soit du côté action que revenu fixe, on rencontrait les entreprises en personne, le CEO, CFO, puis conjointement, on avait nos questions. De moins en moins, c'est chacun nos questions, je te dirais. Donc, on a beaucoup de gestionnaires de portefeuille et d'analystes qui ont passé SASB puis qui mettent ça en pratique dans les dialogues. Fait que ça, c'est super. Donc, de plus en plus, ils me volent mes questions même. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on a vraiment une conversation conjointe avec les entreprises. Puis, ça peut être, avant, c'était à nos bureaux ou ça peut être dans les conférences industrielles aussi, puis par téléphone. Donc, tu viens vraiment comme une chef d'orchestre, là, plus que celle qui va pousser des questions à gauche, à droite. Donc, tu parlais de tes collègues qui ont passé la certification SASB, donc une certification encore par cette société qui a émis une norme assez internationale au niveau des indicateurs clés à travers les différentes industries. Pardon, on a des petits problèmes de présentation, mais ça va revenir. Parlons donc toujours à cette slide. Est-ce qu'il faut être investi dans les entreprises? Tu peux t'imaginer, Solène, moi j'ai beaucoup de questions sur le désinvestissement, évidemment. Qu'est-ce qui vaut le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux investir dans une entreprise et aller lui parler ou sortir de l'entreprise parce qu'on n'est pas d'accord? Vous avez ici une référence d'un papier que mon collègue Arnaud Selka et moi avons écrit l'année passée dans le bas de l'écran. Dès qu'il revient, est-ce qu'il est de retour? Oui, exact. Donc, nous, notre thèse, évidemment, c'est qu'on veut faire du dialogue avec les entreprises. Si vous vendez un titre, si c'est un investisseur institutionnel, même de la taille de DGIA, sort d'une entreprise, c'est un autre investisseur qui va prendre sa place. C'est un marché qui est très liquide, le marché secondaire des actions de sociétés cotées en bourse. Donc, au pire, ce qui peut se passer, c'est que les investisseurs qui prennent votre place aient moins de scrupules et n'aient pas envie de faire du dialogue avec l'entreprise, ou bien qu'elles partent au privé. Donc, on perd tout ce levier-là d'une société cotée en bourse, ou bien qu'elle se fasse acheter par une filiale étrangère. Il y a déjà plusieurs exemples de ça qui s'est passé au Canada. Donc, l'année passée, on a Encana, une société de sable bitumineux, qui a déménagé ses pénates au sud de la frontière, qui a changé son nom. C'est quand même un compte parce que dans Encana, il y a le mot Canada. Il y a Nefsum, une compagnie aurifère basée à Toronto, qui a été achetée par une compagnie de Beijing. Donc, ça, c'est pas mal plus compliqué pour nous de faire un dialogue actionnarial avec une entreprise cotée sur le marché chinois que sur le marché canadien. Et c'était vraiment des enjeux particuliers là, pour des mines d'or dans des pays en développement avec lesquels on avait des dialogues assez serrés avec cette entreprise avant qu'elle se fasse racheter. C'est aussi ce que j'aime bien dire quand on parle de désinvestissement. Donc, il y a plusieurs personnes qui aimeraient que leur fonds soit propre hors de toute implication avec des combustibles fossiles, par exemple. C'est la grande discussion ces temps-ci. C'est sûr que les combustibles fossiles sont intrinsèques à notre économie, surtout celle qui est canadienne. Donc, c'est difficile de se départir d'un titre, mais pas d'un autre, de se donner des bonnes frontières là-dessus sur cette stratégie de désinvestissement. Et les enjeux restent complexes. Donc, quand même bien que vous désinvestissez de Suncor parce que vous ne voulez pas de combustibles fossiles dans votre portefeuille, il y a plein d'autres enjeux avec Suncor pour lesquels nous, on peut avoir un bon dialogue. Donc, que ce soit sur le traitement des sites orphelins, des sites contaminés,
les digues de rétention de leur bassin de décantation. Donc, tout autour de l'Athabasca, Suncor est quand même jugé comme ayant les meilleures pratiques dans l'industrie. Donc, c'est eux qui poussent vers le haut ces pratiques-là pour toute l'industrie. Il y a les enjeux avec les Premières Nations, les enjeux de contamination d'eau, les enjeux de permis, d'acceptabilité sociale, de où ça passe, d'approvisionnement et de vente aux différents marchés. Donc, il y a énormément d'enjeux et le désinvestissement, pour ça, c'est une carte qui ne se joue qu'une fois. Donc, une fois, on peut dire, ben, nous, on sort de ça et puis après, vous perdez votre place en quelque sorte autour de la table. Notre perspective aussi, c'est que c'est bien sûr que pour un investisseur qui a une mission sociale particulière, je donne toujours comme exemple la Fondation David Suzuki, qui, elle, se bat contre les pétrolières et particulièrement les sables bitumineux et le charbon. Ce serait bien un comble que la Fondation ait beaucoup d'argent dans ces entreprises-là. Donc là, c'est logique. Ou bien un fonds de pension qui couvre tous les médecins au Québec, ce serait un compte qui soit investi dans le tabac. Et c'est le cas avec le REGOP. Le REGOP n'est pas dans aucune entreprise qui produit du tabac. Solène, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce que toi, on te le demande souvent à l'interne? Est-ce qu'on est mieux de sortir ou pourquoi est-ce qu'on est encore là-dedans? C'est toujours une question qu'on se prépare pour des conversations. Donc, c'est une question qui se pose souvent. Puis, on a exactement la même philosophie que Eco pour ça, là. Donc, vraiment, en étant investisseur, ça nous donne une carte pour pouvoir influencer l'entreprise. Puis, quand on parle de transition énergétique, ben, c'est une transition. Il y a l'aspect de transition juste. Par contre, nous, on a deux chapeaux, là. Donc, on a comme pour toutes nos stratégies, puis on a les stratégies en investissement responsable. Pour les stratégies en investissement responsable, les solutions qu'on offre aux membres et clients, pour cela, on a quand même exclu les secteurs d'énergie fossile, puis aussi, par exemple, le tabac, donc on a d'autres exclusions. Puis, on va quand même exclure les entreprises qui sont vraiment faibles performantes, là, parce qu'on veut avoir les meilleures entreprises dans ces solutions d'investissement responsable. Mais sinon, mauvaise performance ESG, là. Exact, exact. OK, parfait. Ben, tu parlais des différentes industries. Passons à la prochaine slide. Est-ce que toi, tu constates qu'il y a des secteurs qui sont plus faciles que d'autres ou des sujets, des thématiques, des géographies? Bien, pour les secteurs, c'est sûr que, puis après, c'est peut-être personnel par rapport aux relations de confiance qui ont été établies. Donc, je prends le secteur immobilier. On a beaucoup d'opportunités avec ce secteur-là. Donc, ça fonctionne très bien. Il faut se dire que le secteur immobilier au Canada est vraiment une performance ESG moindre par rapport à ses pairs européens et même par rapport à ses pairs aux États-Unis. Donc, on a vraiment comme un retard au Canada. Et puis, quand on parlait, est-ce qu'il faut qu'on soit actionnaire ou pas, il y a certaines entreprises qu'on a approchées qu'on n'était pas encore actionnaire. Et puis, donc, eux sont très ouverts à la conversation, très ouverts à nos demandes d'augmentation dans leur pratique. Puis, on va faire plusieurs ateliers avec eux là, pour vraiment travailler leur stratégie. Donc, on a vraiment une très bonne ouverture du côté du secteur immobilier. Puis, si je compare, par exemple, puis ça quand je parlais de la relation de confiance, quand on a une gestionnaire de portefeuille qui a quand même une relation très étroite avec le secteur immobilier, ils se connaissent, elle connaît le marché, donc nous, on part de cette relation-là. Quand on regarde du côté des TI, puis je ne veux pas généraliser, donc c'est 2-3 entreprises, c'est peut-être les sujets qui font qu'il y a plus de fermeture de ce côté-là. Les sujets par rapport à la rémunération, c'est souvent des sujets sensibles. Par rapport à la cybersécurité aussi, donc d'avoir plus de divulgation sur la cybersécurité, il faut comprendre que plus tu donnes l'information sur la cybersécurité, plus tu peux donner d'outils à des hackers de venir te hacker, mais ce n'est pas ça qu'on demande. Mais quand même, donc c'est deux sujets, rémunération, cybersécurité, où on peut avoir plus de fermeture, puis c'est des sujets qui sont traités avec le secteur des TI. Oui. Je pense que tu as dit le mot, là, la crédibilité ou la relation
On me demande souvent, moi, surtout avec des nouveaux partenaires, des nouveaux clients potentiels, mais est-ce que les compagnies vous répondent? Donc, nous, on a la légitimité parce qu'on représente des actionnaires qui détiennent des actions ou qui ont beaucoup d'investissements dans la dette de ces entreprises. Et dans les bons dialogues, en tout cas, on a beaucoup de crédibilité parce qu'on a de l'expérience dans le secteur, on a lu tout ce qui se fait autour de cette entreprise-là et de ce que leurs compétiteurs font. On comprend bien le thème qu'on approche, là, on pose les bonnes questions aux bonnes personnes. Et souvent, vu que ça fait quand même un certain temps qu'on évolue dans ce milieu-là, on connaît notre interlocuteur, on a été dans le même programme avant, ou on a été collègues, ou déjà, on a déjà eu une relation de travail. Donc ça aide énormément là, dans un bon dialogue. Mais parlons de technique là, quand c'est un petit peu plus difficile. La prochaine slide montre un petit organigramme, n'essayez pas de le lire, c'est l'Université de Vancouver. À quel niveau on engage? À quel niveau est-ce qu'on peut faire un dialogue? De notre côté, nous, évidemment, comme il y a certaines entreprises qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, on a filtré cette entreprise à travers notre processus annuel pour prioriser les entreprises avec lesquelles on va avoir un dialogue. Donc, on n'essaye pas de tirer à gauche, à droite. On sonne à la porte d'entrée. On sonne au département des relations investisseurs. C'est le premier buffer, là, le premier filtre de l'institution. Et là, à partir de ça, on essaie de soit aller latéralement dans les unités d'affaires où on voit qu'il y a des problèmes particuliers, où on monte dans la hiérarchie pour parler au légal ou au VP des opérations ou au chef de la finance ou au PDG, éventuellement même jusqu'au conseil d'administration. Donc, on essaye vraiment d'évoluer là-dedans, de ne pas être coincé dans le département des relations investisseurs ou de ne pas être coincé avec le département légal, ce qui arrive souvent. Le département légal est souvent impliqué dans des conversations, surtout quand c'est un petit peu plus serré là, comme conversation. Mais ce mouvement-là dans l'entreprise, je pense, est très important. Solène, est-ce que toi, vous vous retrouvez toujours, parce que vous êtes Desjardins, est-ce que vous vous retrouvez toujours à parler avec les CFO, donc le chef des finances? Oui, ben en fait, nous, notre première introduction, c'est souvent à travers les CEO, CFO. Okay. Puis les conversations, ça va être vraiment plus des conversations des sujets sensibles qui pourraient affecter la valorisation de l'entreprise, de parler de stratégie, d'enjeux, de risques et d'opportunités, mais vraiment plus à haut niveau. De l'analyse financière. Ouais. C'est ça, mais ouais. avec la pandémie, dans le fond, l'année passée, on a, surtout en mars et avril, où tout le monde, c'était comme pas le temps d'avoir des dialogues, puis je pense que tu l'avais vécu aussi, Jean-Philippe, avec les CEO, CFO. Donc là, on a commencé à approcher les vice-présidents en développement durable, donc c'était les références qui avaient été données. Puis, dans le fond, c'est une autre approche, mais tout aussi bonne, parce que là, c'est vraiment pour avoir des discussions approfondies sur les sujets ESG spécifiques. Fait que quand on a une entreprise qui est dans notre focus list, là, on essaie de parler à 2 ou 3 niveaux de cette entreprise-là. Donc, les conseils d'administration, CEO, CFO, et puis le VP en développement durable ou la personne en charge, en fait, des programmes de développement durable dans l'entreprise pour s'assurer que vraiment le message là, est bien passé à tous les niveaux. Excellent. Nous aussi, je dois dire, parfois, ça a été difficile de bouger de ça. Et puis, parfois, c'est vraiment en demandant et en redemandant, mais ça peut prendre 1 an là, de conversation avec le département des relations investisseurs ou avec le VP avec lequel tu as été assigné pour essayer d'évoluer et d'aller outre cette relation. Ce qui se passe aussi, nous, donc, parfois, on n'a pas accès directement. Donc, on doit écrire, réécrire, et là, on peut monter d'un niveau. Ça passe avec une lettre au PDG directement ou au conseil d'administration. Les administrateurs indépendants sont vraiment les représentants des actionnaires minoritaires. Et on est tous actionnaires minoritaires, là, même Desjardins, dans le mandat que tu couvres, Solène, vous êtes considéré comme actionnaire minoritaire. Donc, une lettre directe à une administratrice ou un administrateur indépendant, parfois, peut vraiment faire bouger les choses. C'est ce qu'on a constaté, notamment chez Couche-Tard. Donc, je vais en parler dans deux diapos.
Exactement. Puis c'est sûr que chaque entreprise est différente. Donc, tu as des entreprises qui vont avoir un représentant d'investissement responsable Ouais. qui est très, 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 très connaissant. J'ai même rencontré une entreprise qui avait plusieurs représentants d'investissement plusieurs représentants aux investisseurs, dont un qui était spécialisé pour toutes les questions en développement durable. Ah oui. Son travail à temps plein. Fait que c'est pas mal impressionnant. Puis c'est une entreprise qui fait partie du Dow Jones Sustainability Index. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont beaucoup d'investisseurs qui ont un intérêt particulier sur leur stratégie de développement durable par rapport à ça. Oui, c'est intéressant de voir selon la nature de l'entreprise, quel est le niveau de préparation qu'ils ont, qu'ils ou elles ont. Il y a des entreprises où directement tu parles avec la secrétaire ou le secrétaire corporatif, donc la courroie de transition entre le conseil d'administration et l'exécutif de l'entreprise, c'est toujours le secrétaire corporatif. Et parfois, ça monte direct là parce qu'il n'y a personne d'autre dans l'entreprise qui est habitué à recevoir ce genre de questions-là. Et parfois, tu as toute une équipe de relations investisseurs avec des spécialistes là-dedans. On a une question, là, je pense que c'est le bon temps pour la prendre. Est-ce qu'on a vu un changement avec la COVID? Tu l'as évoqué un petit peu tantôt, Solène. Donc, vous parlez avec des nouveaux acteurs à cause de la COVID. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as notées à travers la dernière année? Ben, peut-être que c'est à cause de la COVID ou c'est le marché qui est comme ça, mais c'est sûr qu'on le voit dans les statistiques qu'il y a plus de fonds ESG qui ont été... il y a plus de personnes qui ont des fonds ESG. Après ça, donc il y a beaucoup plus d'intérêt des investisseurs aussi. Donc, on voit la pente d'investisseurs qui sont signataires des PRI augmente. Donc, il doit y avoir beaucoup plus de demandes du côté des entreprises. Puis aussi, la COVID a quand même mis en lumière tout le facteur S avec les droits humains, la diversité, l'inclusion, les normes de santé et sécurité au travail, C'est ça, oui. les inégalités sociales des femmes, des minorités. Fait que c'est sûr que nous, en fait, c'est plutôt rare qu'une entreprise va être fermée à avoir un premier dialogue. Là. Puis si je regarde en 2018-2017, c'était pas du tout le même contexte, c'est que ça a vraiment évolué. Puis je pense que l'année 2020, ça a été vraiment pas mal en faveur là, de l'engagement actionnarial. Je sais pas pour toi, Jean-Philippe, ce que tu perçois par Ben, rapport à ça. j'ai un petit peu le même constat. En début d'année, je dirais mars-avril l'année passée, là, il y a une chape de béton qui est tombée devant les entreprises. C'était vraiment difficile. Nous, on allait juste leur demander comment vous traitez vos employés face à la COVID, surtout pour ceux qui avaient beaucoup d'employés qui étaient en contact de proximité. Et par la suite, ça s'est réouvert et à la fin, au milieu de l'année, là, on a eu des bons dialogues parfois avec beaucoup plus de personnes qu'on aurait pu l'avoir à la base. Et quand on avait des dialogues avec beaucoup de personnes dans une même entreprise, c'était normalement au téléphone. Donc là, tout d'un coup, tu avais un écran avec plein de personnes devant toi. Il y avait une certaine relation qui était plus facile à faire. C'est sûr que c'est aussi fort agréable et fort utile d'aller voir un siège social, d'aller se préparer pour ton entretien et de s'asseoir dans le café où tous les employés sont là, ils sont en train de discuter de leurs problèmes. Moi, j'aime beaucoup m'imprégner un petit peu de la culture de l'entreprise avant d'avoir un dialogue ou après. Mais je dois dire que de notre côté, on a été plaisamment surpris par la qualité des dialogues à travers la COVID. Ça a changé beaucoup de choses, là. C'est un bon lien avec ma prochaine diapo aussi. Tout ce qui est vote par procuration et les assemblées générales ont largement évolué en termes de format. L'année passée encore, Solène, on rigolait parce qu'il y a plusieurs assemblées générales où les votes sont faits à main levée, s'il vous plaît. Donc, l'Assemblée est souveraine et elle peut décider seulement selon ceux qui sont présents de prendre le résultat du vote des personnes présentes. En général, ils prennent évidemment les votes par procuration et les votes proportionnels au nombre d'actions que les actionnaires détiennent. Mais c'est quand même quelque chose pour des investisseurs progressistes comme Desjardins ou comme pour ceux qu'on représente, d'être le seul dans une assemblée de vieux hommes blancs qui lève sa main en disant « Moi, je m'abstiens contre la nomination du chairman parce qu'il y a un manque d'indépendance dans le conseil d'administration. »
Disons que ça, c'est assez… t'avales serré quand tu lèves ta main là-dedans. Maintenant, la plupart des assemblées générales, non, l'entièreté des assemblées générales se fait de manière virtuelle. Poser des questions, c'est plus difficile. Se faire entendre, c'est plus difficile. Mais je pense que tout ça, c'est en train d'évoluer. Il y a des bonnes pratiques, des meilleures pratiques qui sont en train d'être publiées. Comment est-ce qu'on peut faire des bonnes assemblées générales à ce niveau-là? Oui, exactement. Puis je pense que ça va être intéressant. Puis ce qui est intéressant il y a deux approches, hein. Donc, il y a des institutions qui vont utiliser le droit de vote comme un processus d'escalade, justement. Mais nous, comme tu l'as mentionné, on est vraiment plus progressif. On a une politique d'exercice des droits de vote qui est assez contraignante, qu'on a réalisée, je pense que c'était en début des années 2000 qu'on a mis à jour de plus en plus, mais vraiment par cette politique-là, il y a quelques entreprises qui nous ont contactés par la suite parce que on avait voté contre quelques administrateurs ou contre le régime de rémunération, puis de comprendre un peu plus c'était quoi nos politiques, puis ça a entamé en fait une conversation là, sur la gouvernance. Puis je peux donner un exemple concret là, la durée du mandat, nous, quand ça dépasse plus de 12 ans, on considère que l'administrateur est non indépendant. Puis quand tu as plus du 2/3 des administrateurs, moins du 2/3 des administrateurs qui sont indépendants, ben là, on va commencer à voter, s'abstenir de voter en faveur des administrateurs. Fait que c'est vraiment un élément, le droit de vote qu'on utilise pour aussi peut-être entamer des engagements avec des entreprises. Puis les propositions d'actionnaires ont vraiment leur place, là. Ça oblige aux investisseurs de réfléchir sur des sujets que peut-être qu'on n'avait pas réfléchi auparavant. Des fois, ça peut être très pointu, surtout si nous, on fait les votes pour tout l'international, là. Donc, il va y avoir des sujets à l'international qui n'est peut-être pas encore un contexte au Canada, mais ça nous prépare à ce contexte-là. OK, parfait. Bien, merci. Bien, passons justement à la prochaine slide, là. Donc, il y a un papier qui vient d'être écrit par les PRI, donc l'institution qui gère le secrétariat des signataires au PRI, au principe d'investissement responsable. Donc, pour le droit de vote, de se doter de principes rigoureux et de politiques détaillées sur comment voter. C'est vraiment… c'est quelque chose qui devrait être universel maintenant. On ne peut plus juste déléguer à nos gestionnaires sans aucune instruction ou déléguer aux entreprises elles-mêmes de voter en notre nom. Donc, nous, on pousse beaucoup là-dessus. On a été co-auteur de ce papier-là. Et ça ne devrait pas être perçu comme un processus d'escalade, hein. Solène, toi, tu dis, vous avez une politique de vote, elle est très rigoureuse. Les principes sont très élevés de ce à quoi vous vous attendez en gouvernance. Et puis, c'est comme le début de votre processus. Ça informe l'engagement actionnarial. Parfait. Exactement. C'est pareil pour nous. Je vais donner un exemple rapide. Le temps file. Je vais laisser 10 minutes à la fin pour des questions. On a parlé, Solène, d'engagement actionnarial. Donc, les entreprises sont parfois très réceptives, sont même proactives. Et d'autres le sont beaucoup moins, mais avancent quand même. Et puis, on en arrive à cette performance. Comment est-ce qu'on évalue la performance de nos dialogues? Je vais donner un exemple très concret. J'aime beaucoup parler de Couche-Tard, Alimentation Couche-Tard. Couche-Tard, c'est une entreprise, et c'est ma prochaine slide, s'il vous plaît. Couche-Tard, c'est une entreprise qui a 18 000 points de vente à travers le monde. On pense de nos petits dépanneurs de coin de rue, mais c'est maintenant une grande multinationale. Et nous, on cogne à la porte poliment chez Couche-Tard depuis des années pour qu'ils améliorent leur transparence, leur gouvernance aussi. C'est un conseil d'administration qui est propriétaire de l'entreprise en bonne et due forme, là. Pas au niveau des actions, mais c'est eux qui contrôlent le vote, c'est eux les fondateurs de l'entreprise. Il y a les 4 cofondateurs qui sont encore au conseil d'administration. Et nous, on veut voir ça évoluer, que les principes de gouvernance s'améliorent là-dedans. Et c'est un mix de produits Couche-Tard qui est quand même assez problématique aux yeux de plusieurs, là. Donc, 70% du pétrole et gaz, 70% de leurs revenus. La moitié du reste, c'est la vente de tabac. Ils vendent aussi des boissons alcoolisées, sucrées, caféinées, etc. Et ils vendent de la marijuana. Donc, c'est un mix de produits qui pourraient potentiellement être explosifs tous ensemble.
Et il y a des normes très rigoureuses, comment on vend ça, comment on commercialise ça chez Couche-Tard. Nous, une de nos questions, c'est comment est-ce qu'ils s'assurent que ces systèmes-là soient bien en place à travers toutes leurs filiales et leurs points de vente. Donc, c'est une entreprise qui est difficile à engager, je dois dire, qui est difficile à avoir un dialogue. Ils ne sont pas ouverts ou très proactifs, loin de là, pour avoir un dialogue. Mais quand ils font les choses, ils le font bien. Donc, en 2018, nous, chez ECO, on a déposé une proposition d'actionnaire suite à plusieurs années de dialogue où on trouvait que ça n'avançait pas assez vite à notre goût. On a déposé une proposition d'actionnaire pour qu'ils nous donnent un ton au sommet de l'organisation, on dit un ton at the top, via un rapport de développement durable, notamment, ou des communications autour de ça. Ils ont dit, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une proposition d'actionnaire? Plutôt que de demander à l'entreprise toujours, on se retourne au bassin de tous les actionnaires, on leur demande à eux, qu'est-ce que vous pensez que l'entreprise fait ça? Donc, c'est un vote qui est non contraignant, mais c'est un vote de conseil à l'entreprise. On leur a demandé de publier un rapport de développement durable. L'entreprise a dit, ne votez pas en faveur de cette proposition d'actionnaire, mais on va le faire pareil. Bien, promesse faite, promesse tenue. L'année suivante, en 2019, ils ont fait un premier rapport, suivi d'un deuxième rapport en 2020. Et c'est bon, il faut dire que ce que nous, on veut voir chez Couche-Tard, ils sont en train de mettre ça en route, là. Donc, malgré des demandes répétées en 2020, on n'a pas réussi à avoir une conversation live, une conversation de vive voix avec eux. Ça change. Dans quelques semaines, j'ai un dialogue avec quelqu'un du conseil d'administration de Couche-Tard et leur secrétaire corporatif. Mais c'est une entreprise qui est très récalcitrante à avoir du dialogue, mais qui, malgré tout, avance bien. Alors que d'autres, Solène, on en parlait, nous invitent à leur siège social, nous reçoivent, nous mettent en contact, mais tu vois qu'il n'y a rien qui change. Ça n'avance pas année après année. Donc, il y a ici un critère de performance, une entreprise qui est très réactive, mais qui ne fait rien, une entreprise qui avance, mais qui ne veut pas trop te donner de faveurs ou d'informations ou quoi que ce soit. Est-ce que tu notes différentes réactions comme ça, Solène, à travers tes différents dialogues aussi? Oui, ben, je pense que je riais parce que nous, on vit la même chose avec plusieurs entreprises. Puis peut-être parce que le temps file, peut-être qu'on peut introduire la prochaine slide qui est comment mesurer l'impact. Ou Oui, dans deux slides, s'il vous plaît. Oui, on va la passer. Oui, c'est ça, comment mesurer. Ben, je peux peut-être commencer que nous, dans le fond, on est en évolution là-dessus. Donc, on ne mesure pas encore l'impact de nos dialogues. On sait lesquels qu'on a eu du succès, mais il y a quand même une difficulté de s'approprier l'impact. Est-ce que c'est vraiment nous qui a fait changer l'entreprise ou c'est un agglomérat d'investisseurs qui ont influencé cette entreprise-là? On le sait pertinemment. Je prends par exemple une entreprise qu'on a rencontrée qui nous a dit, grâce à vous, la discussion qu'on avait eue telle année, suite à ça, on a engagé un VP en développement durable, puis on a mis en place une stratégie de développement durable. Mais tu sais, c'est rare que les entreprises vont vraiment dire, puis même peut-être une question de dire directement, ben, c'est vraiment grâce à vous. Donc, c'est pour ça que là, on est vraiment en train de voir comment on peut mesurer l'impact, comment on peut le communiquer, l'impact par rapport à ça, même si on a plusieurs entreprises qu'on sait qu'on a eu de l'impact parce que par le suivi des entreprises, les demandes, puis le suivi des conversations, puis que l'entreprise nous tenait toujours informés de l'évolution des processus. Je ne sais pas, ECO déjà formulé une mesure d'impact. Donc, peut-être que Jean-Philippe, tu peux nous éclairer un peu sur cette façon de faire. J'en ai rapidement parlé tantôt. Là, on se donne des objectifs. Donc, avec les objectifs, on a des cibles et on peut évaluer l'évolution de ces cibles en se disant, OK, on l'a communiqué à l'entreprise l'a accepté, ça c'est le niveau 2. L'entreprise a accueilli notre proposition, l'entreprise l'accepte, la comprend. Elle met quelqu'un là-dessus, elle met une structure de gouvernance pour améliorer son impact. Et puis, en 4, on dit, ah ben oui, OK, on constate une amélioration là-dessus. On se l'approprie parce que c'était un sujet que nous, on avait proactivement décidé d'aborder l'entreprise. Évidemment, il y a des multiples acteurs, multiples pressions, leurs clients, leurs employés, leurs banquiers, leurs primes d'assurance, leur réputation, le légal, la jurisprudence qui évolue. Donc, il y a plusieurs choses qui viennent évoluer.
Nous, on rend des rapports trimestriels sur l'impact. Donc, on donne des statistiques sur les progrès de nos dialogues et on donne des études de cas là, probantes en disant on a parlé avec un tel là-bas, on parlait de ça, voici ce qu'ils vont en faire, on va faire un suivi là-dessus au prochain trimestre. Donc, on essaie d'être très rigoureux, statistiques et études de cas à l'appui. Mais comme tu le dis, c'est difficile de vraiment dire ah, c'est à cause de nous que maintenant Suncor a des bornes de recharge dans tous ces points de vente à travers le Canada. Je vais terminer avec les collaborations. Donc, ma dernière slide avec la carte du Canada, de l'Amérique du Nord, pardon. Et elle n'est pas là. Ben, c'est pas grave. Donc, les collaborations d'actionnaires, Solène peut-être en parler parce qu'il y a plusieurs dimensions de collaboration d'actionnaires. Il y a des collaborations qui sont très thématiques sur des enjeux en particulier. Il y a des collaborations aussi qui sont coordonnées par des entités commerciales. Je pense notamment à la fameuse taxonomie dont on parle beaucoup. On parle d'une taxonomie pour labelliser des investissements qui seraient ni verts, donc investir dans l'énergie renouvelable particulièrement, et qui soient ni traditionnels d'investir dans du développement de champs pétroliers. Donc, quelque chose entre les deux, mais qui pourrait satisfaire une certaine gamme d'investisseurs. Eh bien, c'est le CSA, le groupe de standards et de normalisation canadienne, qui met ça en place avec plusieurs collaborateurs là-dessus, notamment Desjardins et ECO qui sont très impliqués là-dedans. Il y a d'autres collaborations d'investisseurs, donc le Climate Action 100+, je pense que c'est une des plus fameuses, là, avec plusieurs entreprises qui sont visées à travers le monde pour leur impact fondamental dans les changements climatiques. Et donc, des investisseurs qui se mettent ensemble pour aller essayer de changer leur performance, de changer même leur modèle d'affaires dans certains cas. Comment est-ce qu'ils font de l'argent, ces entreprises? Est-ce que tu voulais dire quelque chose sur les collaborations? Comment est-ce que vous décidez d'en suivre une ou de ne pas vous joindre à une autre? Ben, dans les types de collaboration, il y avait une question dans le chat à un moment donné. Qu'en est-il de l'engagement auprès des gouvernements ou du cadre réglementaire? Ouais. Ça peut être ça fait partie de l'engagement actionnarial, de l'engagement pour influencer les réglementations, pour avoir, par exemple, plus de divulgation ESG, d'avoir des cibles. Et puis, dans ce cas-ci, les collaborations sont vraiment très présentes. Donc, il y a eu par exemple, le CCGG qui a coordonné une collaboration pour répondre au Ontario Market Capital Consultation. Donc, ça peut être des types de collaborations qu'on fait ensemble pour vraiment de s'assurer de parler d'une seule voix puis d'avoir peut-être un peu plus d'influence auprès d'une réglementation. Nous, les collaborations, on va les prendre pas tous les types de collaboration, donc il faut qu'il y ait une obligation d'avoir un leader, donc pour pas que tout le monde puisse s'approprier justement de l'impact des collaborations. Puis on va le prendre souvent, c'est parce que ça va limiter, ça va nous aider à faire de la recherche en groupe. Donc, puis je peux prendre par exemple la collaboration qu'on a pour diversité 30%. Ben, ce groupe-là a statué, tu sais, la liste de questions que les entreprises pouvaient réfuter, dans le fond, pourquoi on n'a pas plus de femmes sur le conseil d'administration. Voici les raisons. Et puis, c'est un livret de 50 pages. Donc, s'ils répondent ça, nous, on peut leur répondre ça. Fait que c'est vraiment bien structuré. Puis, on a chacun des leads d'entreprise. Donc, c'est le type de collaboration qu'on verrait. Mais je crois que ça va être vraiment en montée, là, le nombre de collaborations qu'on peut faire sur des thématiques différentes. Je prends par exemple FAIR qui fait des engagements, mais vraiment sur les protéines durables. Donc, c'est vraiment spécifique. Puis, ils ont plusieurs recherches en arrière de ça. Donc, il y a quand même une certaine crédibilité. Très pointu, hein? Pour faire avancer un sujet, on collabore sur les protéines animales et le traitement des animaux dans les chaînes d'approvisionnement. C'est quelque chose. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions au fur et à mesure, Solène, qui nous revenaient. S'il y a quelqu'un qui veut encore lever sa main, on a peut-être le temps pour une ou deux questions ou nous en envoyer une. Il n'y a pas de problème. C'est un chantier qui est en évolution, hein, Solène. Moi, je trouve que juste dans les 5 ans que toi et moi, on a été particulièrement actifs en engagement actionnarial, là, on parle maintenant de dialogue avec les gouvernements, on parle de dialogue sur d'autres types de titres que des actions qui sont détenues en direct.
Et on parle de mutualisation de cet engagement-là aussi. C'est vraiment une profession qui a le vent dans les voiles. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire, d'autres thèmes émergents que tu vois, Solène? On a, JP, on a une personne qui lève sa main pour poser une question, intervenir. Donc, si vous êtes d'accord, je vais peut-être vous autoriser à ouvrir votre micro, puis vous identifier juste avant de poser votre question. Ça permet au moins de pouvoir situer l'intervenant. Donc, n'hésitez pas. Bienvenue. Vous pouvez poser votre question à Solène ou JP. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, d'accord. Écoutez, ce que vous venez de dire, c'est absolument extraordinaire, c'est fantastique, puis je voudrais vous écouter encore toute la journée, mais voici ma question. En tant que citoyen qui est soit participant ou à un fonds de pension public ou qui détient des fonds mutuels dans le secteur privé, est-ce qu'il y a une démarche qui se fait actuellement pour ouvrir la démocratisation de la participation puis l'engagement actionnarial qui permettrait de façon claire de dire si vous êtes un citoyen d'abord et que vous détenez des parts dans un fonds mutuel ou vous êtes participant à un fonds de pension, voici les démarches que vous pouvez suivre si vous voulez vous impliquer et puis avoir une voix à exprimer au niveau des enjeux ESG qui vous passionnent. À date, je vous ai écouté et c'est extraordinaire, mais à mon sens, il manque la question d'ouvrir la voie, pour ainsi dire, aux citoyens. Aux citoyens d'aller voter à chaque année pour des politiciens pourraient utiliser le levier de leurs épargnes, de l'investissement et de façon claire connaître les démarches qu'ils doivent franchir afin de pouvoir s'exprimer et s'engager comme détenteur d'épargne ou d'investissement via les fonds institutionnels. Là. Absolument. C'est une excellente question parce que je pense qu'on est tous, avant tout, des investisseurs individuels. On a tous notre petit fonds de pension, notre espérance d'avoir une vie meilleure dans le futur. Donc, je pense qu'il y a deux rôles qu'on peut avoir ici. Comme vous le dites, vous êtes à travers des fonds mutuels ou fonds de pension ou un régime de retraite. Posez-leur des questions à eux directement, parce que c'est eux qui ont le levier quand même. Vous pouvez vous présenter à l'Assemblée générale de Couche-Tard, mais c'est plus difficile. Il y a beaucoup de barrières pour l'investisseur lambda à se rendre là. Donc, votre première fonction, là, c'est de poser des questions à votre planificateur financier et à votre fournisseur de services bancaires, donc que ce soit un Desjardins ou au Régop directement ou à ceux qui gèrent votre argent. Est-ce que vous pouvez, sans préjuger sur leur réponse, me dire si à date, j'ai commencé à le faire de façon très active chez Desjardins puis à la Banque nationale d'investissement, pour ne pas les nommer. Et à toutes les fois que je pose la question, je me fais dire que je suis le premier qui pose la question. Puis la question est intéressante, comme vous venez de le mentionner aussi, mais je ne sens pas ici que je fais partie d'un mouvement où les démarches sont clairement expliquées. Une petite parenthèse, je suis avocat à la retraite. J'ai travaillé pendant 35 ans dans le domaine financier, assurance et investissement à différents titres à Ottawa et à Montréal. Donc, j'ai un certain background. J'ai un bac en administration puis une licence en droit civil. Là. Vous n'êtes pas le premier à poser ces questions, je vous rassure. Là. Je veux parler comme citoyen, comme personne humaine. Puis, ça rejoint des milliers de personnes. Et puis, j'ai le sentiment que pour que les gens, en général, qui détiennent soit des fonds de pension ou qui ont des fonds mutuels, puis il y a des millions de personnes qui sont dans cette situation, qu'ils soient sensibilisés au fait qu'ils ont également un levier financier s'ils sont intéressés à participer. C'est loin d'être facile d'avoir des réponses faciles pour savoir si on parle d'un citoyen épargnant ou investisseur, de remonter la chaîne de la base par le créneau des investisseurs institutionnels, ensuite de voir quels sont les dialogues. C'est loin d'être clair du point de vue de la personne qui veut s'impliquer comme citoyen. Et moi, la norme qui me semble qu'on devrait atteindre, une suggestion, c'est que le citoyen qui veut s'impliquer devrait être aussi bien guidé sur son droit d'exercer son droit de vote au point de vue économique via l'épargne et l'investissement.
qu'un citoyen qui va aller voter au niveau municipal, provincial ou fédéral. Puis on sait que notre démocratie, de façon plus large, elle est fortement menacée aujourd'hui. Oui, oui. Monsieur, je vais vous couper parce qu'on est vraiment au sommet de l'heure, là. Donc au top of the hour, méchant anglicisme, pardon, mais il est 11 heures. Donc, je suis tout à fait d'accord. Puis je veux vous rassurer, vous n'êtes pas le seul qui pose ces questions-là. Là. Nous, Solène peut en témoigner aussi, mais on reçoit ces questions qui montent. Ça justifie ce qu'on fait, ça nous donne plus de levier à nous. Donc, je vous remercie énormément. Je pense que tout le monde peut repartir à la maison avec ce conseil-là. Posez-les ces questions parce que ce n'est pas vrai que vous êtes les seuls. Solène et moi, on n'est pas encore à la retraite, mais ça fait longtemps qu'on est dans ce bain-là. On les a posées, ces questions-là, à nos planificateurs financiers, et puis on s'est fait regarder tout croche il y a 10 ou 15 ans quand on les a posées. Donc, ça évolue. Au moins, le vocabulaire est là maintenant. Au moins, vous savez comment poser ces questions. Est-ce que vous avez une approche d'investissement responsable? Comment vous faites pour choisir les entreprises qui sont les meilleures? Donc, il y a plusieurs moyens là, pour les investisseurs. Il y a quelqu'un qui parle du Club d'investissement responsable du Québec. Merci, Simon. Il y a le MEDAC aussi, qui était un mouvement populaire d'éducation pour les investisseurs lambda. Donc, il y a plusieurs moyens de s'impliquer ou bien en posant des questions, ça aide énormément. Florian, je te donne la parole peut-être pour clôturer. Oui, merci beaucoup. Merci Solène, merci Jean-Philippe pour cette présentation extrêmement enrichissante, instructive, ô combien pertinente. On le voit avec la dernière question, la dernière intervention. Au-delà de nos institutions, nous sommes tous des investisseurs également et on a des moyens d'action, des moyens également de pouvoir engager la conversation. Et pour beaucoup, souvent, c'est des enjeux d'éducation. Donc, c'est ce qu'on s'efforce à faire avec des ateliers tels que celui d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci beaucoup. On va se donner rendez-vous dans quelques semaines pour nos prochaines rencontres. Dès le 8 avril, nous allons parler d'impact et d'objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, on aura le plaisir de se retrouver à cette occasion-là. Et le 22 avril, pour la Journée de la Terre, on va parler aussi de l'investissement comme levier de préservation du capital naturel et de la biodiversité, un sujet extrêmement important qui mérite d'être mis sur le devant de la scène. Donc, rendez-vous 8 avril, 22 avril prochain pour nos prochaines matinées de l'initiative de la finance durable. JP, Solène, merci encore 1000 fois pour cette heure passée ensemble et je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour notre prochaine matinée de l'IFD. Merci. Merci Florian. Au revoir.